Bon, du coup, t'as des idées pour le prochain sujet ou pas? Bah, maintenant que t'en parles, ce serait bien de garder une certaine cohérence, parce que je sais pas si tu vois, mais lorsqu'on a fait Pink Floyd, David Bowie ou même Manson... Oui, ils avaient tous une actualité musicale. Bah carrément, du coup, Steven Wilson, ça pourrait être pas mal. Alors, on en a déjà parlé 2 ou 3 fois, et puis son album est déjà sorti de toute façon. Donc, T'as mis pas là? En plus, le chanteur, il s'appelle Kevin. ils ont sorti tout juste 3 albums. Bah attends, tu te rappelles de cette histoire là au-dessus de Paris, les drones, tout ça Ah non, t'es pas sérieux là. Bah carrément que je suis sérieux, ouais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Il était une voix. Aujourd'hui, on va parler de l'un des artistes les plus controversés de ces 20 dernières années, j'ai nommé Matthew Bellamy. Et si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez forcément le groupe dont il est le leader, Muse. Il faut dire que les Britanniques squattent pour le plaisir des uns et le malheur des autres les ondes FM mainstream depuis près de 15 ans maintenant. Car Muse divise. Groupe omniprésent de la galaxie rock, la bande à Bellamy a quasiment inventé un concept. Des groupies hystériques, quasiment tous les artistes à forte notoriété en ont. Mais dans le cas de Muse, on retrouve aussi des haters tout aussi hystériques, sinon plus. Au point que parler du trio dans une soirée est dans certains cas aussi scabreux que de débattre du conflit israélo-palestinien, de la peine de mort ou de la fin de Lost. Comme on est des fous dans nos têtes, on s'est demandé est-ce que Muse est un groupe de merde? Ou au contraire, est-ce qu'il déchire vraiment? Bon, prenons un peu de recul. Si vous avez envie de déviscérer Matthew Bellamy, foncez mater cette vidéo de chat trop mignon tout choupinet, puis revenez. Si au contraire la simple mention de son nom vous donne envie de vous insérer des objets de forme phallique dans n'importe lequel de vos orifices, filez voir cette vidéo puis revenez. Matthew Bellamy naît le 9 juin 1978 à Cambridge. Son père, George Bellamy, était le guitariste du groupe The Tornadoes, première formation britannique à atteindre la première place des charts américains avec le titre Testal paru en 62. Et si on imagine sans mal que ce groupe ne vous dit absolument rien, vous les connaissez probablement pour le morceau Bustin' Surfboard, présent dans le film Pulp Fiction. Et oui. Accessoirement, The Tornadoes fut également l'une des nombreuses sources d'inspiration de The Who. George quittera le groupe en 65 et ne parviendra pas à percer de nouveau dans le monde de la musique. Il devient chauffeur de taxi londonien et rencontre en 1970 Marilyn Bingham. De cette union naquit... je pense que vous avez deviné. Bref, Matthew n'est pas le fils du facteur mais celui du taxi, et il grandit dans un environnement on ne peut plus musical. Bellamy Senior initie Bellamy Junior dès son plus jeune âge, notamment au piano à seulement 5 ans. À ses 10 ans, la famille Bellamy déménage à Tynemouth, un trou perdu de 15 000 âmes en peine du Devon. À l'échelle française, c'est comme quitter Paris pour Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loire. C'est seulement quelques années plus tard que Matthew se met à la guitare, à l'âge de 13 ans. Dans le même temps, l'adolescent se détourne du spiritisme, tradition familiale chez les Bellamy, pour s'intéresser à l'astronomie ainsi qu'à l'ufologie. À 14 ans, peu après le divorce de ses parents, Matthew commence à faire pousser de la weed dans le grenier de sa mère. Adolescent solitaire et complexé par sa petite taille, la musique et la consommation de cigarettes qui font rire sont ses seuls exutoires. Des années plus tard, Bellamy admettra que s'il n'avait pas fait de la musique, il serait certainement devenu toxicomane. Les résultats scolaires du jeune Matthew sont proprement cataclysmiques. Les rares fois où il fréquente les bancs de l'école, c'est en retard et pour mieux s'endormir près du radiateur. Sans compter ses fréquentations pas forcément recommandables. À vrai dire, tout dans sa jeunesse conditionne l'actuel leader de Muse. Matthew est tout simplement le fantasme ultime de tous les psychanalystes de comptoir qui sévissent encore sur Terre. Le père guitariste quitte le foyer, l'enfant se met à la gratte. Les parents sont portés sur le spiritisme, l'enfant s'intéresse à la science, notamment à l'astronomie. Là encore, un élément important dans l'univers de Muse. Bon, on imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pas pour qu'on fasse de la psychologie à 2 balles sur Matthew Bellamy, hein. En 92, Matt rencontre Dominic Howard, batteur de son état, puis Chris Westenholm, également batteur. Oui, j'ai réussi à le prononcer. Ce dernier se met à la basse et les 3 compères forment ensemble un groupe de rock qui enchaînera les noms les plus pourris les uns que les autres avant d'en choisir un définitif, Muse. Le groupe sort en 98 son premier EP, Muscle Museum. Le nom ne fait évidemment pas référence à la carrure imposante de Matthew Bellamy, mais aux 2 mots voisins de Muse dans le dico anglais. Un an plus tard, le trio signe conjointement chez Mushroom Records et Maverick Records, respectivement en Angleterre et aux USA. Ils sortent leur premier opus, Showbiz. L'album n'est pas franchement un carton planétaire, mais connaît son petit succès en France. Le groupe fait sa première téloche sur le plateau de Nulle part ailleurs, et son premier buzz à une époque où ce mot ne veut encore rien dire.
Le trio saccage littéralement le plateau de Nagui sur la Croisette en plein festival de Cannes, en jetant notamment ses instruments à la flotte. Un bel hommage à Nirvana, le groupe de jeunesse de Bellamy. Muse joue alors Showbiz, un morceau nerveux au riff tapageur, dépourvu de refrain et qui monte en puissance jusqu'à l'explosion. La bande n'en est qu'à son premier album, mais se découvre déjà ses détracteurs, alors que le succès n'est pas encore au rendez-vous. À l'époque, on ne leur reproche pas d'être commerciaux, mais d'être une pâle copie, au choix de Radiohead ou des Smashing Pumpkins. Les fans de Radiohead crieront notamment au plagiat de The Bends, et pour cause. Ceci dit, on les entendait pas trop lorsque Coldplay est sorti Parachute. En même temps, les membres de Muse n'ont jamais renié cette affiliation. Qui plus est, la formation britannique a eu le mérite de s'éloigner de la Britpop, chose rare à l'époque outre-Manche. Et bien que l'album Showbiz manque un peu d'originalité, il est l'ersatz de ce qui deviendra le son Muse. Car oui, il y a un son Muse. On y trouve d'ailleurs quelques titres très intéressants, toujours très populaires auprès des fans. Sunburn évidemment, mais aussi Falling Down, ou encore Hate This and I Love You. Le groupe enchaîne quelques dates, puis retourne en studio dans le comté du Surrey, situé dans le sud-ouest de l'Angleterre. À proximité des studios se trouve un bois dans lequel poussent des champignons particuliers. Mangez-moi, 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 mangez-moi. En l'occurrence, pour les amateurs de botanique, des psilocypes semianciata, dont le mauvais goût n'a d'égal que la puissance de ses effets psychotropes. T'as l'air de bien t'y connaître, t'as dit donc Bref, les sessions sont extrêmement productives, au point que certains morceaux monstrueux comme Futurism ne sortiront même pas sur l'album à suivre, relativement psychédélique, et pour cause. En 2001 sort donc Origin of Symmetry, OOS pour les intimes. Certainement la meilleure production de Muse à ce jour, et sans l'ombre d'un doute l'un des albums majeurs de la décennie précédente. Notons que le nom de l'album renvoie directement à la passion de Matthew Bellamy pour les petits hommes verts. Origin s'inspire en effet du livre Hyperespace de l'astrophysicien japonais Michio Kaku. Dans cet ouvrage, Kaku affirme que l'univers sera un espace parfaitement équilibré en 10 dimensions symétriques et tente à rationaliser toutes les forces mystérieuses qui interagissent en son sein. Bien plus électronique et expérimental que Showbiz, l'album ouvre sur l'envoûtant Newborn, l'un des titres emblématiques de la formation. Et derrière, c'est l'Orgy of Symmetry, Bliss, Space Dementia, Citizen Erased, et enfin le grandiloquent Megalomania. Bien que les paroles de ce dernier titre relèvent clairement du blasphème, il a été enregistré sur l'orgue de l'église Sainte-Marie de Bath, une ville de l'Est de l'Angleterre, sans que ne soient communiqués les lyrics. Les coquins. En dépit de ses qualités artistiques évidentes, Origin of Symmetry n'obtiendra pas le succès qu'il méritait, la faute notamment à Matthew Bellamy qui refusera de réenregistrer l'album pour l'adapter aux mœurs américaines. Et non, vous ne rêvez pas, Muse a refusé de verser dans le commercial pour mieux s'exporter sur le marché américain. Ils résilieront même leur contrat avec Maverick Records dans la foulée. Loin d'être abattu, Matthew Bellamy et ses potes se lancent dans une tournée européenne où ils passeront même par le Zénith de Paris. C'est à ce moment que Muse acquiert la réputation de groupe live incontournable qu'on lui connaît. Le trio remplit des salles de plus en plus grandes et prestigieuses. Matthew Bellamy s'impose comme un showman de premier ordre. Si sa voix peut rebuter, notamment à cause de sa technique de respiration peu académique, difficile en effet de ne pas lui reconnaître une certaine virtuosité à la guitare comme au piano. En 2002 sort La Ballo, un double album qui contient le live capté à Paris et une dizaine de titres inédits. Mais toujours pas de Futurism. Soucieux de percer le marché américain, Bellamy et Muse reviennent en 2003 avec Absolution, le mal nommé. Matthew y expose ouvertement son athéisme, voire son rejet de la religion, ses théories conspirationnistes sur le 11 septembre et y annonce prophétiquement la fin du monde. Et devinez quoi, l'album cartonne en Europe et fait même une belle percée aux States où il s'écoulera à près d'1 million de copies. Plus sombre et moins expérimental qu'Origin of Symmetry, Absolution est aussi bien plus efficace que son prédécesseur. L'OP
L'opus contient quelques-uns des tubes les plus célèbres de Muse, notamment Hysteria, Stockholm Syndrome et l'inévitable Time is Running Out qui a hanté les ondes radio jusqu'à l'overdose. Il est commun de considérer qu'Absolution est le dernier album de Muse avant qu'ils ne deviennent commerciaux. En fait, c'est justement le premier où ils le sont, bien malgré eux. Dans leur volonté de troller notamment le marché US, Matthew Bellamy a surtout trouvé la recette parfaite que nous avions exposée dans notre première vidéo. Un refrain entraînant par-ci, une balade enchanteresse par-là, et sa perle pour contenter les mélomanes. Dans le cas présent, Butterflies and Hurricanes et son sublime solo de piano emprunté à Rachmaninoff, qui précède un final électrique. Savourez. Avec Absolution, les trois membres de Muse commencent à faire étalage en studio de leurs talents sur leurs instruments respectifs, notamment Chris Wolstenholme à la basse, dont le jeu complet et harmonieux permet de limiter les parties rythmiques de Matthew à la portion congrue. Surtout, la tournée qui suit, The Absolution Tour, achève de faire de Muse les empereurs du live. Ils sont pour la première fois tête d'affiche d'un grand festival, et pas aux côtés de n'importe qui, Paul McCartney. Et pas n'importe quel festoche non plus. Glastonbury est alors l'un des principaux festivals d'Europe. Le 27 juin 2004, Matthew Bellamy et ses comparses livrent une prestation considérée encore aujourd'hui comme l'une des plus marquantes du trio, devant pas moins de 150 000 personnes. Matthew prend alors conscience du potentiel scénique hors norme de Muse, groupe définitivement taillé pour la démesure des stades. Et c'est avec ce constat bien intégré que le groupe va s'atteler à l'enregistrement de son 4e album. Black Holes and Revelations sort en 2006, le premier carton planétaire du groupe puisque l'album s'écoule à pas moins de 3 millions de copies en quelques mois. Plus coloré et électronique que son prédécesseur, Black Holes divise les fans. Mais en même temps, l'album est difficile à jauger vu qu'il a clairement été composé pour être joué dans les stades. L'opus oscille entre le moyen et le génial avec notamment les deux morceaux finaux Hoodoo et surtout Nights of Sidonia. Tout droit sorti de l'imaginaire d'un Ennio Morricone sous coke, ce morceau est certainement le petit chef-d'œuvre de la discographie du groupe. Un titre à l'image de Bellamy, barré, loufoque et grandiloquent. Notons que le titre fait référence à une région de la planète Mars, Sidonia. En 2007, Muse devient le premier groupe à se produire à guichet fermé dans un Wembley refait à neuf, 2 soirs de suite. Au total, ce sont pas moins de 180 000 places qui s'arracheront en seulement quelques heures. Le groupe est alors au sommet de sa gloire, mais pas encore à son apogée. En 2009, les trois gars de Teignmouth reviennent avec The Resistance, un album conceptuel inspiré du roman 1984 de George Orwell. Décidément. Si The Resistance s'écoule à près de 6 millions de copies et permettra à Muse de remporter son premier Grammy Awards, eh bien il est décevant. Les compositions sont plus matures, plus travaillées, mais il manque un petit truc. Uprising plagie le générique du Doctor Who. Matthew massacre la langue de Molière sur I Belong to You. Le seul intérêt de Close Desire, c'est son intro en live sur guitare. Guiding Light, c'est Invincible en moins bien. Pareil pour MK Ultra et The Small Print. United States of Eurasia, c'est du Freddie Mercury sous Prozac. Bref, sur cet album, comme sur son successeur The Second Law sorti en 2012, Muse s'est éloigné de ses racines rock originelles. D'aucuns diront que sa relation avec Kate Hudson a quelque peu ramolli le personnage. Du coup, est-ce que Muse est un groupe de merde? Non, et bien au contraire. Sans l'ombre d'un doute, la formation s'est imposée comme étant la figure rock majeure des années 2000. Et si les Britanniques traînent quelques casseroles, on ne pourra jamais leur enlever de posséder un son unique et aisément reconnaissable. S'il y a un reproche à faire à Muse, c'est de ne pas avoir su poursuivre les bases extrêmement prometteuses posées par Origin of Symmetry. Pour apprécier le trio, il faut se jeter la tête la première dans un trou de verre. Accepter un univers où le bon et le mauvais goût sont le côté pile d'une pièce à double face. Matthew Bellamy et Muse diviseront toujours parce que c'est dans l'ADN du groupe et qu'ils appartiennent à une autre époque, à la fois révolue et pas encore arrivée. Et l'album Drones, qui sortira la semaine prochaine, s'annonce d'ores et déjà comme le retour aux sources d'une formation qui navigue sur un fleuve sans aval ni amont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on ne vous remerciera jamais assez de nous suivre depuis maintenant 1 an. Si cette vidéo vous a plu, sachez que... Always look on the bright side.
side of life. Au fait, Rachmaninoff est peut-être mort, Mais pas le rock.